Donc demain, Nicolas, là, nous allons surtout devoir attaquer le grand angle parce que la situation, comme on l'a dit, à l'intérieur même de la France est grave, mais on a aussi la guerre malheureusement qui nous guette, ou en tout cas l'escalade des tensions. Donc Nicolas, étant donné que nos deux invités sont là, c'est-à-dire le général Henri Roure ainsi que Patrice Magneron, que vous avez déjà vu, qui est le président de l'IDNF, Initiative pour la défense de la France, nous allons pouvoir les accueillir tout de suite et on se retrouvera juste après pour pouvoir vous présenter un entretien exclusif avec Maria Boutina. À tout de suite, chers amis. Nous sommes dans le grand angle, c'est la seconde partie de cette matinale de géopolitique profonde et nous avons la chance, l'honneur et le plaisir de recevoir deux invités en même temps parce qu'ils se connaissent bien, parce qu'ils travaillent ensemble. Et je les salue tout de suite, le général Henri Roure. Bonjour mon général. Bonjour monsieur Stocker. Et bonjour à vous et bienvenue donc dans cette matinale. De même, Patrice Magneron. Donc, comme nous disions, bonjour Patrice et bienvenue donc, dans cette matinale. Je rappelle quelques petits éléments vous concernant. Ce n'est pas qu'on ne vous connaît pas, mais en tout cas, c'est toujours bien de le rappeler. Général Henri Roure, officier général, Saint-Cyrien, vous êtes breveté de l'enseignement militaire supérieur. Vous êtes docteur d'État en sciences politiques, ce qui vient ajouter un élément important sur, je dirais, votre CV. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans les troupes de marine, des ouvrages importants, dont, je crois, le dernier en date aux éditions Sigest, Dieu n'a pas béni l'Amérique, les mauvaises manières d'un empire en perdition. On rappelle aussi le patriotisme français est un humanisme. Donc, je vais peut-être, et après je redirai quelques mots concernant Patrice Magneron, je vais peut-être, mon général, déjà vous poser la première question. Le thème général de l'émission, évidemment, d'abord la tension géopolitique. Cette tension géopolitique, elle peut s'expliquer pour partie, évidemment, par le bellicisme de certains, des Européens, mais aussi des néoconservateurs américains. Vous écriviez dans votre livre « Dieu n'a pas béni l'Amérique ». On pourrait dire aussi qu'elle n'a pas béni Macron et que quand on voit ce qui aujourd'hui se profile à l'horizon, il y a quand même quelques inquiétudes à avoir. Donc j'aimerais déjà, mon général, avoir votre ressenti, et pas ressenti, votre analyse plutôt, sur la situation géopolitique en Europe. Alors, évidemment, pour le moment, on est dans une situation extrêmement confuse parce que il y a des élections présidentielles qui ont eu lieu aux États-Unis et on se prépare, enfin quand je dis on, c'est l'ensemble des dirigeants du pseudo-Occident qui se préparent à ce changement qui va aboutir apparemment à une modification de l'attitude des États-Unis à l'égard de la Russie et en conséquence à l'égard de l'Ukraine. Alors, que se passe-t-il? C'est vrai que nous avons des bouts de feu en Europe. Mais derrière tout ça, il y a quand même les intérêts de ce que j'appelle la caste et que d'autres peuvent appeler par d'autres noms, l'État profond, etc., etc. Il y a des intérêts qui sont des intérêts géopolitiques. Bien sûr, on peut faire l'analyse de la Russie en tant qu'ennemi désigné des États-Unis en succession de l'URSS. La Russie d'aujourd'hui, sans provocation de ma part, n'a rien à voir avec l'URSS qui était effectivement l'ennemi de ce qui à l'époque pouvait encore s'appeler l'Occident.
il y a donc des intérêts géostratégiques, et il y a des intérêts économiques. Vous savez que l'Ukraine, c'est un secret pour personne, c'est une fabuleuse terre à blé, c'est une fabuleuse terre pour différents minerais. Et puis, si je reprends l'aspect géopolitique, si on s'appuie sur les études, les idées de Mackinder ou de Spikeman, l'Ukraine, c'est le genou, ou c'est la rotule, plus exactement, de l'Europe, qui permet de contrôler l'ensemble, cette vaste terre que l'on appelle l'Eurasie. L'Europe n'étant après tout que l'appendice de cette énorme masse continentale. Donc, détenir l'Ukraine, c'est l'État profond, comme disent certains, détient déjà l'Europe. C'est une banalité. Mais il y avait encore un manque avec cette partie de l'Europe centrale qui devait permettre de contrôler la Russie. Or, les choses ne se sont pas passées comme prévu, comme les États-Unis l'avaient imaginé. Il fallait disloquer la Russie pour cerner, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, pour cerner l'ennemi futur qui est la Chine. Vous savez, bon, il y a dans le Pacifique, vous avez les flottes états-uniennes, vous avez le Japon, vous avez un certain nombre de possessions déjà états-uniennes et après tout la côte est des États-Unis, et il fallait enserrer la masse chinoise. Donc il fallait détruire la Russie, et ça avait été envisagé par certains, de la fractionner en 2 ou 3 États qui auraient été des protectorats évidemment états-uniens, et la Russie à ce moment-là, nettement affaiblie, aurait pu être pas absorbée, mais collaborer avec une Europe soumise. Voilà où on en est aujourd'hui, et cette idée déjà a eu du plomb dans l'aile avec la réaction de la Russie, qui a fait preuve de beaucoup de résilience, et plus que de la résilience, parce qu'elle est redevenue une puissance majeure, aussi bien au plan économique qu'au plan militaire, évidemment, et ce que l'on attendait de l'Ukraine ne s'est pas produit. L'Ukraine est en voie d'effondrement, et c'est bien parce que les Russes sont économes de leurs forces qu'elle n'est pas complètement détruite. Donc, les États-Unis et les Européens, dont vous parliez il y a quelques instants, sont dans une situation très, très délicate, parce qu'il faut qu'ils changent de façon de faire, ou en tout cas de vision, et qu'ils acceptent d'une manière ou d'une autre ce qui, quand on regardera d'ici quelques années cette période, donc avec le recul suffisant, ce qui est une défaite. C'est pour nous qui analysons la situation, c'est une défaite. Voilà ce que je peux dire globalement pour cette situation aujourd'hui. Merci mon général. Je vais vous poser une deuxième question, et puis après je viendrai vers Patrice Magneron. On finira de toute façon sur la situation géopolitique, mais il faut qu'on fasse un long détour. On a le temps, on va pouvoir échanger le temps qu'il faudra. Je rappelle ce livre qui pour moi est essentiel, qui est « Dieu n'a pas béni l'Amérique, les mauvaises manières d'un empire en perdition ». Permettez-moi d'en lire le début du 4e de couverture. Pays à l'ambition, en parlant de l'Amérique et les États-Unis, démesuré, né de la certitude de ses premiers habitants de détenir une destinée manifeste et d'être le nouveau peuple élu, les États-Unis ont imposé progressivement leurs lois et leurs démesures à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et surtout après l'effondrement de l'URSS. Croyant désormais ne plus avoir d'adversaires à leur dimension, ils ont provoqué guerre sur guerre, créant partout le chaos succédané de la victoire. Cette hégémonie est aujourd'hui de plus en plus récusée. Alors, de tout ça, on est bien d'accord. Est-ce que, selon vous, mon général, l'élection de Donald Trump rend le constat que vous avez fait
faut-il le réviser, le modifier? Y a-t-il un espoir pour l'Amérique avec Donald Trump, ou est-ce excessif que de le penser, d'un sursaut américain? Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, qui, elle, est en rapport justement avec la géopolitique mondiale, est-ce que cette période intermédiaire jusqu'au 20 janvier et l'accession du président élu à la Maison-Blanche, Donald Trump, est-elle la période de tous les dangers? Alors, pour répondre à votre première question, l'arrivée de Donald Trump, à mon avis, au plan international, ne changera pas grand-chose. Les États-Unis restent une puissance majeure, et ça fait un siècle, hein, même un peu plus, qu'elle caracole en tête des nations. Et l'évolution que l'on peut espérer prendra du temps. Je fais allusion évidemment à ce que l'on appelle les BRICS. Vous savez qu'il y a eu récemment une réunion à Kazan en Russie, et cette réunion a montré une fois encore cette volonté d'un certain nombre de pays de se débarrasser de l'influence trop importante des États-Unis dans les affaires du monde. C'est ce qu'on appelle le multilatéralisme, bien sûr, et je ne pense pas, très sincèrement, que M. Donald Trump puisse aller contre ça. D'autant moins que la monnaie, vous savez que la puissance des États-Unis repose principalement sur une armée pléthorique, dont on peut parler, si vous voulez, hein, plus tard, et puis sur la domination de la finance internationale avec le dollar. Or, le dollar est contesté. Il est contesté. Je prends un simple exemple. Vous savez, l'Arabie saoudite a été finalement un protectorat des États-Unis pendant des lustres. Et l'Arabie saoudite a accepté, alors que le pétrodollar était né des relations avec les États-Unis et l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite a accepté d'être payée en monnaies diverses, en roubles, en yuan. Ça, c'est extraordinaire, c'est une défaite pour les États-Unis. Alors ça, c'est un exemple, mais il faut voir ce qui se passe avec les très grands des BRICS, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Ce sont des pays qui évitent maintenant le SWIFT, le système de transfert de capitaux qui était dirigé par les États-Unis. Ce qui fait que les États-Unis maintenant n'ont plus cette vision sur les échanges qu'ils pouvaient avoir auparavant. C'est le SPFS, hein, le système qui est équivalent, hein, et qui permet aux BRICS d'avoir une indépendance par rapport au système capitaliste voulu par les Occidentaux et plus particulièrement par les États-Unis. Donc, M. Donald Trump, il ne pourra pas, malgré toutes les intentions qu'il peut afficher, aller contre cette évolution. Les États-Unis resteront certes une puissance majeure, mais il faudra évidemment que le basculement du monde a eu lieu, en quelque sorte. Voilà, d'une certaine manière, il faudra qu'il accepte ce que vous appelez, que d'autres appellent le basculement du monde. Il ne peut pas faire autrement. Voilà, pour ce qui concerne… Et pour la deuxième question, mon général, c'est savoir, avant que Trump n'arrive au pouvoir, est-ce que justement les mauvaises fées de l'ordre mondial, de l'ancien ordre mondial, ne vont-elles pas se déchaîner pendant qu'elles ont encore un peu de pouvoir? J'entends par là, entre autres, les néoconservateurs américains. Alors, évidemment, c'est une incertitude. On est dans une période de tous les risques, parce que il y a les excités, hein, qui veulent absolument récuser ces faits. Hein, et les faits sont là. Et bon, donc jusqu'à l'investiture du président élu, hein, aux États-Unis, on va voir quelques assauts verbaux, à défaut d'assauts réels. Je prends… il y a un risque, c'est évident. Je ne le crois pas majeur, mais il y a un risque. Quand vous voyez que
on a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles dans la profondeur du territoire russe, oui. Voilà, qui peuvent aller dans la profondeur du territoire russe. C'est quand même un pas supplémentaire vers une co-belligérance. Donc, et que les missiles, par exemple, le missile français et le missile britannique, qui sont très, très proches, voire quasiment identiques. Oui, le Scalp et le Storm Shadow. Exactement. Ces deux types de missiles nécessitent une mise en œuvre assez complexe qui, en principe, fait appel à des spécialistes ou britanniques ou français. Donc là, il y a aussi une incertitude, un risque. Alors, les Russes, qui ne sont pas nés de la dernière pluie, vous le savez bien, hein, c'est une vieille puissance européenne avec laquelle nous, Français, avons des relations depuis le XIe siècle. Hein. Je rappelle qu'Henri Ier a épousé Anne de Kiev. Hein, et on a toujours eu d'excellentes relations avec ce pays, sauf à certains moments de l'histoire, mais très, très, très ponctuels. Hein, avec l'Empire napoléonien, mais c'était de courte durée. Et Napoléon III, hein, qui est allé... Les empereurs. Les empereurs, oui. Les empereurs, hein, qui nous a amenés en Crimée. Parenthèse, la Crimée est évidemment russe. Elle ne peut pas être autre chose que russe. Bon, donc les Russes ont réagi et puis ont montré toute leur compétence, leur supériorité technologique en envoyant un missile à capacité nucléaire pour simplement montrer. Le message est évident. Voyez ce que l'on peut faire. Vous êtes incapable d'arrêter ce type de missile et nous pouvons mettre une ou plusieurs bombes nucléaires à l'intérieur. Donc faites attention. Faites attention. Donc là, on est dans une dialectique qui s'est intensifiée, mais je pense qu'elle va s'éteindre parce que il y a quand même la raison. Alors, il y a ce qui est curieux, ce qui est quand même étrange, c'est que du côté européen, et je pense notamment aux Français et aux Britanniques, il y a une excitation sur ce conflit. Je crois que c'est une sorte de radicalisation parce que l'avenir n'est pas celui que ces deux puissances attendaient. Donc, radicalisation, mais elle peut pas aller plus loin parce que dans un risque pareil, un conflit aussi grave qui pourrait se produire, il n'y a pas que les Français et les Britanniques qui interviendraient. Il y a justement les États-Unis qui sont dans une période transitoire, et puis d'autres puissances européennes qui, après tout, ont leur mot à dire parce qu'elles risqueraient elles aussi les conséquences d'un conflit, allez, disons le mot, d'un conflit nucléaire, même limité. Hein. Donc, je crois que s'il y a ce que j'appelle une dialectique, hein, je pourrais trouver un autre terme, mais enfin, un langage de part et d'autre augmenté, il n'y a pas finalement de volonté d'aller jusqu'au bout. Je crois que quand même, alors là aussi, c'est pas de la provocation de ma part, mais je pense que les Russes sont plus sages que les Occidentaux. Voilà. Oui, bah écoutez, ça reprend absolument tout ce que vous dites, mon général, ce qu'ont pu dire nos experts ces derniers jours et ces dernières semaines. Nous verrons bien la suite. On va de toute façon continuer ces échanges, mais d'abord, je vais poser des questions assez similaires à Patrice Magneron. Merci, mon général, on revient vers vous ensuite. Patrice, plusieurs éléments. D'abord, je rappelle que vous êtes président de l'IDNF, Initiative pour la défense de la France. L'IDNF a vocation à rétablir et défendre la souveraineté de la France et de combattre les piliers du mondialisme. Voilà, les choses sont claires.
3 axes de réflexion, vous avez autour de la famille, l'éducation, la sécurité. Donc, je rappelle que vous diffusez des informations à travers des articles et des vidéos à partir de votre site. Tapez idnf.fr et votre chaîne YouTube. Vous organisez des conférences débats. La dernière en date était avec notre ami que je connais bien, Claude Meunier-Berthelot, sur le choc des savoirs. Vous avez eu le général de Richulz auparavant. Vous mettez en place des partenariats, puisque vous êtes pour l'Union des patriotes et des conservateurs, et vous animez des ateliers, notamment en province. Alors, première question, et qui va tout à fait, mais avec un versant peut-être plus politique et plus national, pour ce qui vous concerne, Patrice Magnuron. Les mêmes questions qu'au général Henri Roux. D'abord, donc la première, et puis après je vous poserai la seconde question. Est-ce que vous voyez d'un bon œil l'élection de Donald Trump le mois dernier et avec donc en janvier, le 20 janvier, son pouvoir de plein exercice et son accession à la Maison Blanche? Est-ce que donc ça, vous voyez ça d'un bon œil, cette élection? Est-ce que vous l'espériez? Est-ce que vous l'attendiez? Comment analysez-vous cette victoire? Et dans la foulée, comment est-ce que vous voyez aussi d'un bon œil, on va dire, une certaine vague souverainiste, d'autres parlent de vague populiste, en Europe, qui, suite à cette élection, semble se dessiner, Autriche, Allemagne et, dernière en date, la Roumanie. Première question déjà sur Trump et sa victoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, Patrice? Alors, merci pour cette invitation, Nicolas. Ce que ça m'inspire, vous savez, depuis 45, depuis toutes nos relations, parfois houleuses quand même avec les États-Unis, je suis quand même toujours très méfiant de ce qui vient de là-bas. Alors, c'est sûr que première réaction quand il a été élu, c'était plutôt de la satisfaction quand même parce que il venait justement terrasser cette bête mondialiste, ce wokisme qui nous ont pourtant généreusement apporté. Donc ça, c'était plutôt sympa. Mais je suis très méfiant parce que Trump, bien évidemment, défendra les intérêts américains et même s'il s'est engagé à faire un certain ensemble de choses, notamment de stopper cette guerre en Ukraine en 24 heures, moi je redoute beaucoup la mise en place, instauration d'un climat de guerre économique qui sera particulièrement dur pour l'Europe, pour la France notamment. D'ailleurs, juste une parenthèse, hein, moi ce qui me désole particulièrement depuis l'intervention de Michel Barnier, c'est de savoir qu'on est placé au même rang que les Grecs il y a une quinzaine d'années. Enfin, quand je me souviens des commentaires qui avaient été dits au moment de la crise grecque, on se fichait quand même carrément d'eux. On disait mais non, de toute façon les Grecs c'est pas sérieux. Les Grecs ce sont encore ces gens en jupette là qui savent pas gérer leur pays, ils ont pas de cadastre, ils remontent pas de l'impôt. Enfin tout ça c'est pas très sérieux. La France ne pourra jamais tomber si bas. Si, elle est tombée très bas. Donc ça m'attriste vraiment beaucoup et je vois pas jusqu'où on est capable de boire le calice jusqu'à l'édit. Franchement, ça devient terrible quand je vois il y a encore 15 jours, 3 semaines les auditions qui ont été menées par la commission au Sénat et les réponses qui ont été faites par les principaux, je n'hésite pas à le dire, les principaux incriminés, avec le maire en tête, je trouve ça édifiant. Donc on est dans un mauvais cauchemar depuis maintenant. Là, on est en 2024, depuis au moins donc 2017. Même si on sait très bien que le terreau était là avant, mais ça s'est accéléré de façon exponentielle. Et j'avoue que ce qui me sidère, ce sont les réponses qui sont apportées par les principaux responsables de cette situation, mais c'est aussi l'apathie, encore une fois, de certains Français. Et c'est pour ça qu'on essaye de contribuer à notre mesure en formation, en information, et vous aussi, bien évidemment. On essaie de réveiller ces Français pour leur dire, mais attention, enfin, vous voyez bien que là, on est plus au pied du mur, là, on est dedans. Donc voilà, donc moi c'est par rapport à Trump, c'est ce sentiment-là qui m'anime. Oui, je suis content parce que le mondialisme a été touché. Non, parce que je pense que la guerre économique nous attend, elle est là. Ne nous y trompons pas, les Américains ne seront pas nos amis.
Ils l'ont démontré. Ils ont, que je sache, Trump ne reviendra pas sur l'extraterritorialisation de Réalité. leurs droits. Voilà, ça, ils reviendront pas dessus. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour comprendre l'environnement et l'économie dans lequel on a aujourd'hui des entreprises américaines multinationales qui sont extrêmement agressives, qui nous ont plateformisés. Hein. C'est le cas d'Amazon, c'est le cas d'Uber et d'autres. Donc clairement, ils nous cannibalisent. C'est un droit américain qui est prépondérant, un droit anglo-saxon qui est prépondérant. Ce sont des normes qui nous viennent aussi de là-bas, qui sont prépondérantes. C'est des accords qu'on a signés avec eux et qu'on n'aurait certainement pas dû. Hein. Je vais reprendre ce qui a été fait, ne serait-ce qu'il y a un an, avec ce traité transatlantique qui s'est déroulé en 3 temps, hein, d'octobre à décembre 2023, et qui, pour moi, nous vassalise un petit peu plus. Donc, il faut pas se leurrer. Je ne crois pas que on ait forcément de bonnes choses à attendre de nous, d'eux. Notre destin, c'est à nous de le prendre en main, nous Français, nous Européens. Et pour faire le lien avec la deuxième partie de votre question sur cette vague Justement, souverainiste, c'est par rapport à cette working class qui ne veut pas mourir aux États-Unis, cette classe travailleuse, classe populaire, classe moyenne, et qui est un petit peu le fond de notre volonté souverainiste. Est-ce que justement, ça, c'est pas vu d'un très bon œil, parce que ce que les Américains ou le peuple américain fait, est-ce que le peuple français ne peut pas le faire? Est-ce que certains peuples européens ne sont pas déjà dans une phase aujourd'hui de réveil? Si, ça commence. Alors très franchement, vraiment depuis l'élection de Trump, on sent dans les différents mouvements avec qui je travaille, avec qui on est en contact, on sent qu'il y a vraiment une prise de conscience cette fois-ci de dire bon voilà, on s'unit, on arrête les querelles de clocher et c'est bon, on y va tous ensemble. Donc ça c'est plutôt positif. Ça commence à venir. Il faut juste espérer maintenant que ce ne soit pas bien évidemment trop tard. Mais bon, au moins, on est sur une bonne pente de ce point de vue-là. Ce que nous démontrent les autres pays européens, c'est que de toute façon, oui, c'est possible. À la lumière et à titre d'exemple de ce qui a été fait aux États-Unis, on voit qu'il y a tout à fait la place pour imposer nos idées. Mais il faut y aller, il faut plus tarder. Voilà, on a un problème de timing quand même. Oui, des crises économiques, la France en a connu dans le passé, mais on avait des marges de manœuvre. Bon, quand notre PIB, enfin notre dette par rapport au PIB passait de 20 à 40%, on dit oh là là, c'est une catastrophe, mais on avait encore une marge de manœuvre. Bon, là aujourd'hui, on ne l'a plus. La dette est à un niveau donc insoutenable. Ça se répercute nécessairement sur la vie quotidienne des Français. C'est le pouvoir d'achat qui diminue, c'est les impôts qui augmentent. Il y a une quadrature du cercle qui est intenable. Ça, je veux bien l'entendre, hein, parce qu'effectivement, quand les caisses sont vides, il faut quand même faire tourner le pays. Il faut faire tourner les services publics. Alors, services publics qui, pour certains, n'existent plus forcément, mais il faut axer l'effort là-dessus et donc il faut trouver de l'argent. Mais je pense que les solutions, elles existent encore. Il faut il y ait une prise de conscience. Je pense qu'il y a des choses qui pouvaient être faites et qui malheureusement ne l'ont pas été. Ce quoi qu'il en coûte du Covid est une catastrophe. En plus, elle s'inscrivait dans la continuité de tout ce qui avait été fait en matière de croissance de masse monétaire suite à la crise de 2008. Donc c'était vraiment une catastrophe. Et aujourd'hui, alors de par mon métier, j'ai un contact assez proche, bien évidemment, avec tout le tissu des TPE et des PME. Et les reports successifs de remboursement des PGE ont donné l'illusion que nos entreprises, tout compte fait, s'en sortiraient. Ce n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Les emprunts qui ont été souscrits, qui ont contractés par ces entreprises au moment du Covid étaient des emprunts qui visaient juste à maintenir une trésorerie. C'était pas pour faire face à des investissements, ce qui est bon donc une catastrophe. On le sait tous, hein, c'est basique ça. Eh bien, comme elles sont tenues de rembourser depuis maintenant 2 ans leur PGE, eh bien, elles arrivent à bout de course. L'activité a baissé, les marges ont baissé. Je parlais tout à l'heure de cannibalisation. Moi, je vais juste interroger les Français, les auditeurs d'aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez normal que des plateformes du style Uber, du style Amazon et d'autres prennent 30 à 40% du chiffre d'affaires des entreprises qui travaillent avec elles, 30 à 40%, hein. Quand que je sache, l'usure est interdite.
on interdit aux banques de prêter à un certain taux. Eh ben non, elles prennent des taux de commissionnement énormes et donc elles cannibalisent carrément les marges des entreprises et elles les empêchent tout simplement d'exister. Et ça, quand vous regardez un petit peu la façon dont tout ça s'est produit, c'est quand même beaucoup d'entreprises américaines qu'on a aidé à s'installer en France et qui ont détruit. Si vous prenez le cas d'Amazon, ça a détruit les librairies, ça a détruit le secteur de la culture, et puis le reste maintenant, puisqu'ils vendent de tout. Donc, on nous dit ils créent de l'emploi, mais l'emploi, pour la plupart, c'est des smicards. Pour la plupart, c'est des entreprises de transport qui ne vivent pas. Parce que quand vous faites une course à 10 euros ou à 15 euros et que vous prenez une amende parce que votre camion il a été mal stationné, ben voilà, enfin vous vous en sortez pas. Donc voilà, c'est ça un peu je trouve la situation économique actuelle qui touche les Français. Tout le monde le sait ça. Macroéconomique, microéconomique, financière, le choc énergétique, j'imagine, vous qui êtes justement, du fait de votre métier, vous êtes dans l'antre pas de la bête, mais de la vie ou d'une entreprise. Est-ce que vous confirmez qu'actuellement il y a un écroulement, un nombre considérable de faillites en France? Oui, tout à fait. La vraie nouveauté d'ailleurs, c'est pas bon. Alors le nombre de défaillances, bon, il y a des défaillances d'entreprises tous les ans. Ce qui est particulier, on va dire, cette année, c'est bon le nombre. Hein, on doit avoisiner les 70 000 défaillances d'entreprises cette année, donc ça fait bien au moins 30% de plus par rapport à des années habituelles. Et c'est la taille des entreprises. C'est-à-dire qu'on a affaire à une faillite des entreprises et notamment des PME. Donc ça, c'est quand même embêtant parce que, bon, alors, toute défaillance, bien évidemment, est préjudiciable pour l'ensemble de l'économie et c'est bien triste pour ceux qui ont monté leurs entreprises, ça c'est clair. Mais bon, une petite entreprise, elle est, j'allais dire, assez vite remplacée. Une PME, c'est pas la même chose. Souvent, c'est du capital familial, de deux générations. Il a fallu un certain temps pour arriver à un certain niveau de chiffre d'affaires, donc ça prend du temps et ça se remplace pas comme ça. Alors ceci dit, bon, on peut en débattre, hein, mais je pense que de ce point de vue, on est malgré tout mieux loti que l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, ça c'est relativement peu dit, mais nous on a obtenu, je sais plus, ça doit être dans les 300 milliards de PGE à peu près en France. Mais les Allemands ont obtenu beaucoup plus. Et pourquoi ils ont obtenu beaucoup plus? C'est normal. Leur secteur économique, c'est un secteur de TPE. Ils ont beaucoup plus de PME. Ils ont beaucoup plus de PME qu'en France. Et donc, je pense que si effondrement il est très fort aussi en Allemagne parce qu'ils sont contraints aux mêmes conditions que nous. C'est-à-dire, ces entreprises-là sont obligées de rembourser et elles n'ont pas d'accroissement de leur activité. Donc, en plus, avec les histoires. La conjonction vraiment du choc énergétique et de la dette. C'est les deux. Mais vous savez, c'est une situation. Moi, j'ai encore en mémoire ces deux articles que j'avais lus en septembre 2019 de deux économistes américains qui mettaient en garde contre l'utilisation abusive du quantitative easing qui avait été déclenché pour soigner cette crise de 2007, là, 2007-2008, des subprimes, et qui disaient mais attention, on va dans le mur. Bon, comme par hasard, 4-5 mois après, on nous sort le Covid, ensuite on nous sort la guerre en Ukraine. Bon, je veux pas avoir des pensées complotistes, mais bon, ces fameux Great Reset, on y est, quoi. On s'en rapproche. Alors, ce qui m'effraie pour revenir à Trump, quand même, c'est ça, c'est cette histoire de guerre économique. Il a bien compris une chose, c'est que le peuple américain en a assez de financer une armée qui revient avec des blessés, qui coûte. Et donc, parce que quand même le budget de la défense américain est très conséquent. Et donc, ils ont bien pris la mesure de la chose. Ils veulent réduire la voilure, et ça peut se comprendre. Mais et tout à l'heure, donc le général le disait, la force des États-Unis, c'était son dollar, surtout depuis 71, depuis la fin de sa convertibilité. Ça leur a permis de faire fonctionner la planche à billets à fond et de pouvoir garantir ce dollar parce qu'ils avaient une armée qui pouvait se déployer n'importe où, n'importe quand. Bon, sauf que depuis 71, faut forcer de reconnaître qu'ils n'ont pas eu de succès en fait militaire. Oui, bien sûr, ils ont battu l'Irak, mais bon, après, il faut maintenir un pays qui est aujourd'hui capable de rester en place dans un pays et de maintenir une paix, une stabilité et de redévelopper.
personne. Les Américains n'ont pas réussi. Hein. Sans trop me tromper, l'Irak aujourd'hui, regardez la Libye. La Libye fonctionne moins bien qu'au temps de Kadhafi. Hein. Donc tout ça fait que on voit bien que la guerre militaire est pour eux, je pense, n'est plus la solution. Par contre, maintenir leur hégémonie, ils seront plus gendarmes du monde, mais ils voudront en tout cas maintenir cette position de financier et de première puissance économique. Parce que le biais du dollar, évidemment. Voilà. Ce qui a changé aussi, je termine juste là-dessus, ce qui a changé aussi au niveau de l'énergie, c'est que on n'est plus sur des énergies fossiles, on essaie de trouver des matières un petit peu partout dans le monde, des matières plus ou moins rares pour justement financer cette transition avec les batteries électriques, etc. Et là aussi, il y a un vrai sujet parce que ça fait partie de cette guerre économique. La guerre énergétique, les guerres de l'énergie dont nous parle entre autres très bien notre ami Fabien Bouglet. Oui. Tout à fait. On pourra en reparler après. Je reviens sur des questions plus politiques, et pour l'un et pour l'autre, mais d'abord pour le général Henri Roure. Vous avez été tous les deux, je crois, sur la liste de François Asselineau aux dernières élections européennes. Brexit, c'est ce que je lis sur le chat. Le destin hésite aussi, mon général, là, sur l'Europe. Est-ce qu'on va vers une Europe intégrée? Moi, je préfère le mot Europe intégrée que Europe fédérale, parce que l'Europe fédérale serait un moindre mal. Une Europe jacobine intégrée avec une grosse commission qui dirige tout le monde de façon autoritaire, c'est plutôt le modèle, à mon avis, qui nous pend au nez. Est-ce que tout ce qui se passe, là, ce narratif de la Grande Guerre, en même temps que le narratif de la crise financière, est-ce que ça va plutôt dans le sens de l'éclatement de l'Europe ou au contraire de son intégration à marche forcée? Je vous parlais tout à l'heure de cette radicalisation des esprits à propos du conflit ukrainien. Je pense que s'agissant de l'Europe et de son avenir, il y a aussi une radicalisation des esprits, les esprits qui dirigeaient jusqu'à présent l'évolution de l'Union européenne. Et pourquoi y a-t-il cette radicalisation, cette volonté de fédération ou d'intégration, enfin peu importe le nom, la seule conséquence étant la fusion des nations ou la disparition des nations? Je crois qu'il y a une prise de conscience, ou en tout cas, si ce n'est pas une prise de conscience, c'est plutôt le subconscient qui a fait comprendre ou qui amène à comprendre que cette évolution n'est pas celle qui se produira. On a parlé tout à l'heure des BRICS, on a parlé de la multilatéralisation. Je crois que l'avenir n'est plus aux grands ensembles, c'est plutôt à la coopération. Donc, vouloir absolument créer une entité sans frontières à l'intérieur, faisant fi de l'histoire des nations, de l'histoire des pays, c'est une aberration. C'est contraire à une vision historique des choses, et surtout c'est mécomprendre ou vouloir ne pas admettre que les nations existent et qu'elles existent depuis longtemps et qu'elles se défendent aujourd'hui face à tout ce qui peut les agresser. Donc, si je dois regarder l'avenir de l'Union européenne, je suis très dubitatif quant à sa survie, en tant que telle, évidemment. On peut pas changer la géographie, donc nous sommes voisins, tous les pays européens, nous nous connaissons. Il faudra établir une coopération. Elle a existé et elle est inévitable, mais une coopération fondée sur la réalité, sur les faits, l'existence de pays, l'existence d'États, l'existence de nations. Vous savez, si nous avons exporté dans le monde la civilisation européenne, si nous avons apporté au monde autant de savoir, autant de savoir-faire, autant d'idées, c'est bien parce qu'il y avait tout au long des 2 derniers siècles
une compétition entre les nations européennes. C'est pas un ensemble qui s'est propagé dans le monde. C'est la France, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, hein, en tant que telles, qui ont apporté chacune, pour ce qui faisait sa spécificité, un certain nombre de progrès au monde. Qu'a apporté l'Union européenne? Franchement, depuis qu'elle existe, elle a obligé ces nations à se refermer. L'Union européenne ne représente au plan international qu'une masse peut-être économique et encore. Donc, je ne crois pas. En plus, Patrice en parlait à l'instant, il y a quand même un éveil des nations un peu partout dans le monde, mais aussi en Europe. Et c'est ce qui prouve bien d'ailleurs que cette évolution qu'on nous imposait est fausse et qu'elle ne permet pas l'expression collective d'ailleurs, hein, l'expression collective dont je viens de parler. Donc pour moi, l'avenir, c'est vers une coopération d'État à État. Alors, évidemment, ça va avoir des conséquences, un certain nombre de conséquences, et on y viendra. Est-ce que l'on doit conserver une monnaie commune? Question. Hein. Est-ce qu'on peut continuer à aller vers une défense américaine ou est-ce qu'il faut imaginer toute autre chose? C'est ce type de question qui va se poser dans les mois et dans les années qui viennent. Et là, on a intérêt à réfléchir très vite et à trouver des solutions. Mais je vous repose la question d'un sujet qui a été initié par Patrice Magneron, c'est-à-dire on n'est pas loin non plus du Great Reset, c'est-à-dire qu'il y a un narratif de la Grande Guerre, il y a un narratif de la crise financière internationale. Ne va-t-on pas plutôt chercher à nous emmener vers une monnaie numérique européenne, internationale, pour régler finalement, pour mutualiser la dette, hein. L'Allemagne s'écroule, nous sommes surendettés, allez hop, on met tout dans un même paquet, et puis la Russie, ne serait-ce pas, selon les bonnes vieilles théories de Julien Freund à Carl Schmitt, l'ennemi tout désigné qui permet à un ensemble de se constituer. Oui, ben c'était l'intention première. Hein. Il y avait évidemment la destruction de la Russie, mais il y avait aussi ce souhait de serrer les liens entre les pays européens. Faire un ennemi commun, on le sait, c'est plus qu'une alliance, c'est une volonté. Et on voit bien ce qu'il en est advenu. Il y a aujourd'hui des pays en Europe qui sont plus d'accord avec ce conflit. Il y a les deux acteurs majeurs, les Britanniques et les Français. Mais regardez les Allemands. Les Allemands commencent à s'interroger. Scholz a parlé d'une conférence de la paix avec la Russie. La Pologne se pose des questions. Du côté de la Hongrie, on est pas du tout d'accord. Donc il y a une résurgence d'idées en fait, c'est la résurgence des nations ou l'expression des nations à nouveau. Et ce qui était envisagé, donc une armée commune, une monnaie commune, et puis éventuellement, comme le souhaitait Madame von der Leyen, une évolution vers les crypto-monnaies, tout ce qui devait encourager cette intégration et faire disparaître définitivement les frontières, à mon avis, c'est en contradiction avec l'évolution du monde. Donc, bon, je suis pas prophète, hein, mais si je regarde tous les faits, tous les événements récents et toutes les conclusions partielles que l'on peut tirer, je vois pas
je ne sais plus comment vous disiez, cette intégration ou oui, cette Europe intégrée. Moi, j'appelle ça l'Europe intégrée, mais on peut appeler ça Europe fédérale. Intégrée se faire, bien au contraire, bien au contraire. Bien au contraire. J'ajoute qu'il y a des ferments de dislocation. Je parlais de la Hongrie, on pouvait parler de l'Autriche, on pourrait parler d'un certain nombre de pays qui regardent davantage vers leur intérêt maintenant que vers un intérêt collectif, si tant est qu'ils aient jamais regardé vers un intérêt collectif, à part ceux qui les dirigent, que je refuse d'appeler élite, hein, ceux qui nous dirigent. Il y a toutes sortes de paramètres qui sont en contradiction avec cette évolution. Vous avez des menaces extérieures que l'Europe est incapable de gérer. Je pense évidemment à la menace islamique, à la menace migratoire. Si vous ne remettez pas en place des frontières d'une part, et si vous n'êtes plus maître de vos décisions, vous ne pouvez pas lutter contre cette vague migratoire. Et il y a plein d'autres sujets, les sujets économiques. Vous avez une monnaie internationale, une monnaie que l'on appelle l'euro. Nous n'avons pas la maîtrise. L'euro, c'est le mark. Vous savez, si on revenait à des monnaies nationales, le mark serait surenchéri de 30%. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que nous payons beaucoup plus cher et nous n'arrivons pas à exporter autant que l'Allemagne. L'Allemagne bénéficie de cet avantage. Donc là aussi, il y a un handicap majeur à cette organisation. Et puis, nous dépendons de la BCE. Si nous avions cette liaison que nous avions autrefois entre l'État, le Trésor public et la Banque de France, hein, je pense que nous n'aurions pas des prêts bancaires à des taux invraisemblables et surtout étrangers, hein, où les fonds de pension sont en attente derrière, ou en tout cas à la manœuvre. Donc, il y a des tas d'aspects qui sont extrêmement négatifs pour la croissance de la France. Qui plus est, là, on parlait du Mercosur, bien sûr, mais c'est pas tout. Les règles de l'OMC nous pénalisent. Elles pénalisent nos industries. Patrice parlait tout à l'heure des grandes plateformes, Amazon, etc. Mais il n'y a pas que ces grandes plateformes. Il y a toutes sortes d'invasions extérieures. Ça, c'est cette absence de protection de nos frontières. Donc, il faut absolument revenir à un contrôle de l'avenir de notre pays. Là, il ne nous appartient plus. Quand M. Macron donne des gages soi-disant à nos agriculteurs, je pense que nos agriculteurs savent très bien qu'il est dans l'impossibilité, dans l'incapacité de respecter ce qu'il dit, parce que ça ne dépend pas de lui. Vous vous rendez compte? Nous ne sommes pas indépendants, nous ne pouvons pas aider nos agriculteurs, nous ne pouvons pas aider nos PME. Nous ne pouvons pas aider nos TPE. C'est quand même une situation très curieuse, pour le moins. Merci, mon général. Je vais revenir vers vous sur une question plus liée à la force militaire ensuite, mais d'abord reposer le même dilemme, le même questionnement à Patrice Magnan, c'est-à-dire allons-nous plutôt vers un éclatement du monde, en effet, Kazan, les BRICS, au Tatarstan, un monde multipolaire et le retour de la souveraineté des nations et le réveil des peuples, ou au contraire vers cette Europe intégrée, vers l'empire du bien évidemment, qui contre-attaque la fin des nations européennes, sacrifiées sur l'autel d'intérêts supérieurs et d'un Great Reset. Est-ce que le destin hésite et qu'est-ce qui va le faire basculer plutôt dans un sens ou dans un autre? Et y a-t-il un sens de l'histoire qui, comme le pense le général Roure, irait vers plutôt un monde multipolaire que ce que nous avons vécu depuis quelques dizaines d'années, l'effondrement du mur de Berlin?
Alors, effectivement, bon, les États-Unis ne sont plus le gendarme du monde, donc effectivement, bon, bah voilà, la nature ayant horreur du vide, quelqu'un veut prendre la place. Donc, pour l'instant, on va vraisemblablement s'orienter vers une phase de multipolarisation, avec les BRICS d'un côté, et certainement des pays africains qui voudront se regrouper aussi de l'autre, et puis nous. Bon, partant de ça, la question est de se dire jusqu'où va aller l'effondrement américain, est-ce qu'il va nous entraîner avec lui. Et puis, au niveau de l'Europe, se poser peut-être la question qui, moi, me paraît la plus essentielle aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on lui reproche à cette Europe? Savoir faire la distinction entre ce qu'on lui reproche au niveau quoi, commercial, financier, la politique. Moi, ce que j'observe, si je reprends le cas de la France, c'est que tout compte fait, la constitution de la Ve République, ça fonctionnait pas si mal que ça. Il y avait des heurts, voilà, il y avait des dissolutions, il y avait bon, voilà, il y avait même eu de la cohabitation. Mais globalement, tant qu'on n'avait pas vidé de sa substance le pays, ça fonctionnait. Et puis il y a eu ce fameux traité de Lisbonne, et puis il y a eu toutes ces décisions qui politiques, régaliennes, qui maintenant sont prises ailleurs, en dehors de justement du peuple. Et ça pose problème. Et je pense que quand on discute ici ou là, alors par exemple, tiens, avec les Gilets jaunes que j'ai vus dernièrement, ils avaient réouvert leur rond-point pour fêter leur 6e anniversaire. C'était assez sympa, mais quand on discute avec eux, on sent bien que le vrai reproche aujourd'hui qui est fait à l'Europe, c'est qu'ils décident de choses qui ne les regardent pas, et notamment du destin, tout simplement, de la nation. Donc, moi, je serais assez enclin à parler de confédération, ça pourrait fonctionner, je pense, et donc à revenir à des États-nations qui se concertent. Et là-dessus, je rejoins le général Roure sur les partenariats entre nations. Mais on peut pas non plus tout jeter. Enfin, vous voyez, plus on est nombreux, unis, plus on est fort et on est capable de faire face à des agressions extérieures. Le vrai problème, à mon sens, de l'Europe, c'est qu'elle a voulu se mêler de tout, de tout. Elle a voulu se mêler de politique migratoire, elle a voulu se mêler de sécurité, elle a voulu se mêler, alors elle essaye maintenant de se mêler un petit peu de défense. Enfin, on sent que ça part dans tous les sens, et comme ça échappe aux décisions du peuple, à ce que souhaiteraient les peuples de chaque nation, il y a une vraie incompréhension entre ce qui est décidé et ce que les gens voudraient. Et avec, alors pour le coup, des décisions qui sont quand même très très malheureuses. Si on prend juste le cas de la politique migratoire de ces dernières années, on a accueilli des millions de personnes sur notre territoire, avec une absence totale de contrôle. Moi, je le vis au quotidien. Il y a une recrudescence de faux papiers en ce moment. C'est extrêmement compliqué de pouvoir déceler les bons papiers des mauvais. Pour être tout à fait honnête, tout le monde s'en fout. Au niveau des administrations, parce qu'ils sont tout simplement débordés, ils ont plus les moyens. La faillite de l'État. Ouais, faillite de l'État régalien. Ouais, puis on leur a pas donné de moyens, puis on leur a dit, écoutez, c'est ça, vous les prenez, et puis c'est tout. En plus, alors c'est là où on touche du doigt un certain cynisme, c'est que vous avez des grosses entreprises qui ont l'intérêt, tout compte fait, à ce que des gens travaillent sans papier parce que ça leur coûte pas cher. Donc voilà, ça c'est typiquement une mesure qui a été prise au niveau de l'Europe, sans concertation avec les peuples, et qui nous est gravement dommageable, parce qu'aujourd'hui, se pose tout un tas de problèmes maintenant connexes, de culturels, religieux, et ça, ce sont quand même, c'est la population qui va subir tous ces désagréments. Donc c'est un exemple parmi d'autres, hein, il y en a bien évidemment d'autres. Donc je pense que ce retour à l'État-nation me paraît indispensable, parce que tout simplement c'est beaucoup plus facile quand même de gérer une nation que de gérer tout un espace sans frontières. Déjà à ce niveau-là, ça me paraîtrait plus sage. Et puis redonner. Alors je suis pas un fanat de la parole au peuple, vous voyez, il faut bien à un moment donné qu'il y ait une structure hiérarchique qui décide. Bon, mais par Vous êtes adepte de la démocratie directe quand même, Patrice Magnon. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, oui, mais ouais, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que dans la bouche de beaucoup, il y a des concepts qui n'ont pas forcément été bien maîtrisés, et donc on a l'impression que voilà, tout le monde a son quart d'heure américain, tout le monde est capable de pouvoir décider et influer. Bon, oui, c'est possible, mais en nombre, de façon structurée et hiérarchisée. Hein, il y a bien quand même à la fin une seule personne qui va décider, mais qui va décider sur la base de ce que le peuple aura convenu. Voilà, j'en reviens à ce que je disais à l'instant, c'est que
les décisions importantes ne sont plus prises au sein de la nation, elles sont prises à Bruxelles ou éventuellement au Parlement à Strasbourg. Et je pense que c'est là le plus gros reproche qu'on peut faire à cette Europe qui s'est emballée sur ces dernières années et qui n'a pas tout le monde. Alors en plus sur fond de traîtrise, hein, puisque ce fameux traité Lisbonne, il est resté en travers de la gorge de pas mal de personnes. Forfaiture. C'est une forfaiture, voilà, exactement. Mais ça annonçait tout ce qui nous arrive aujourd'hui, tout compte fait. Bon, voilà. Donc, je suis très confiant sur la possibilité que chaque pays puisse reprendre leur souveraineté. Et moi, j'œuvre vraiment dans ce sens-là. Mais qu'on reste quand même bien évidemment unis parce que on vit dans un monde qui est quand même voilà très instable et c'est quand même quand on est plus nombreux qu'on est plus fort et qu'on est capable de faire face à ça. Pour revenir 2 secondes hein, sur l'aspect monnaie, moi je pense que Trump a changé de vision par rapport à la monnaie numérique. Hein. Je crois qu'au départ, il voulait pas du tout en entendre parler. Et puis, tiens, Elon Musk est arrivé et a su le convaincre. Il veut pas de monnaie numérique de la Banque fédérale. Il est pour des plateformes de monnaie, mais c'est pas une. Oui, mais est-ce que c'est pas une autre façon de dire bon, le dollar comme il veut maintenir l'hégémonie du dollar, hein, ça il a même menacé tous ceux qui pourraient contester cette hégémonie, entre autres dans les échanges énergétiques et autres, d'augmentation forte des droits de douane. Hein. Ça va être son arme, hein, ça va être une nouvelle politique du big stick. Tout à l'heure, je vous parlais de guerre économique. Vous avez vu ce qu'il a annoncé par rapport au Canada et il a dit de l'Europe que c'était une petite Chine, donc attendons-nous en effet. De toute façon, on a été vassalisé, hein, j'ai dit tout à l'heure, hein, depuis au moins un an, voilà. Hein, bon. Mais attention, enfin, moi je pense que ça c'est Trump qui dit ça, mais bon, si vraiment Elon Musk à l'oreille de Trump, ils basculeront sur la crypto-monnaie. Ouais. Et c'est une façon aussi de. Vous savez, si une monnaie ne va pas bien, vous en changez en fait. Et c'est peut-être une façon de faire cette transition. Bon, je sais bien qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies sont quand même beaucoup décriées parce qu'on sait que, il y a peut-être 70% des échanges qui sont réalisés par la criminalité, notamment tout ce qui est drogue, trafic d'armes, etc. Mais il y a fort à parier qu'ils mettent une législation en place et qui permettent justement de faire ce basculement. Je pense que c'est vers ça qu'on va tendre. Voilà. Intéressant votre expertise, Patrice Magneron, sur ce sujet. Je voudrais dire, si vous permettez, monsieur. Je vous en prie, et puis moi j'ai une question après pour vous, mon général. Mais allez-y, si vous voulez rebondir par rapport à Patrice, allez-y. Je voudrais rebondir un peu sur l'origine de cette dérive de l'Union européenne. Je pense que tant qu'il y avait le marché commun, quand il y avait un souci de coopération économique, donc avec des frontières autour de l'Europe, les choses se passaient bien. C'était stimulant pour chacun, mais parce qu'il y avait aussi une protection de nos industries, de notre agriculture, de tout le tissu économique. Dès lors que l'Europe a accepté les règles de l'OMC, il n'y a plus eu de protection, plus eu de frontières. Donc, ce qui vient de Chine, ce qui vient d'Amérique du Sud, ce qui vient d'Amérique du Nord, d'un peu partout dans le monde, est en concurrence avec tout ce qui est produit sur le continent européen. Donc là, l'Europe ne servait plus à rien telle qu'elle était constituée en tant que protectrice des économies. Il a bien fallu que nos penseurs, ceux qui étaient les disciples de Monnet, de Schuman, etc., imaginent une suite. Et cette suite, ils l'imaginent, qu'ils mettent en œuvre une suite. Ils l'ont fait de manière plus rapide qu'envisagée. C'était tout ce qui a été évoqué, c'était de plus en plus d'interventionnisme de la part de Bruxelles dans des domaines qui initialement n'étaient pas ceux qui étaient envisagés. Ça a été aujourd'hui on parle de défense, mais ça a été les normes dans ceci, les normes dans cela, ça a été
des contraintes de plus en plus pesantes sur les sociétés. Et et la création évidemment de la monnaie unique. C'est là que l'Europe a dérivé et qu'elle en est venue à être une menace pour les nations. Donc, je crois très, très sincèrement qu'il faut revenir à la raison et à des coopérations d'États-nations telles que ça pouvait exister au début, ou en tout cas en intention, au début du marché commun et des prémices de l'Union européenne. Voilà ce que je voulais dire en rebondissant sur ce que Patrice vient d'évoquer. Très bien. Mon général, en présentation, j'expliquais que vous aviez un doctorat de sciences politiques, mais vous êtes d'abord général et vous avez fait une grande partie de votre carrière dans les troupes de marine. Donc, moi, la question, elle est très claire. J'entends tout ce que vous dites les uns les autres, mais l'Empire américain, il a la force. Il a la force militaire. Et ça, c'est quelque chose qui doit vous parler, mon général. C'est-à-dire qu'il y a quand même un élément qui ne va pas dans le sens des espoirs des uns et des autres, et je partage d'ailleurs vos espoirs, et en même temps, la menace est quand même considérable. C'est-à-dire que nous avons affaire, avec l'OTAN, entre autres, à une puissance militaire majeure, dont j'aimerais d'ailleurs votre expertise et votre analyse par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, et revenir petit à petit vers ce sujet, qui limite quand même, ou atténue, ou hypothèque la possibilité d'un monde multipolaire, parce que voilà, il y a l'OTAN, il y a ses bases partout dans le monde, il y a sa supériorité technologique qui est mise en doute aujourd'hui par la Russie. Est-ce vraiment le cas selon vous? Vous êtes expert en la matière, Général Roure. Est-ce que néanmoins, donc nos espoirs, vos espoirs de souverainisme ne pourraient pas être un peu douchés justement par la puissance militaire que représente l'OTAN, dont Trump, à mon avis, ne se départira pas si facilement, puisque, comme vous le dites, il permet la vassalisation de l'Europe. Alors, bon, une remarque préliminaire, je n'ai jamais servi dans le cadre de l'OTAN. J'ai toujours été dans une armée hors OTAN, et je signale que après 44 ans d'indépendance véritable au plan militaire, c'est M. Sarkozy qui nous a réintégrés dans le dispositif militaire otanien. Alors, pourquoi? Au nom, évidemment, d'une pseudo-efficacité, et puis surtout dans le prolongement de l'intégration européenne, parce que ceux qui pensaient Europe pensaient aussi États-Unis. L'Europe, pour ce qui me concerne, c'est aujourd'hui ni plus ni moins que le prolongement des États-Unis. Donc il n'y a pas à s'étonner que l'OTAN soit en fait l'armée de l'Union européenne. Alors, est-ce que cette armée est efficace? Ça, c'est une autre paire de manches. Elle est composée d'un certain nombre de pays qui apportent plus ou moins une contribution, mais elle est dirigée par un officier général états-unien, et chacun donne ce qu'il peut donner. Mais nous sommes, comme vous le disiez, soumis à ce que les États-Unis décident. Je ne vais pas faire l'historique, mais le Kosovo, par exemple, la Serbie, voire l'Irak et l'Afghanistan. Et pourtant, on n'était pas intégré à l'OTAN à l'époque de la crise ex-yougoslave. On est tout à fait d'accord, mais c'est quand même les puissances membres de l'OTAN qui ont participé à ces opérations, et avec le soutien de l'organisation. Alors, est-ce que c'est une hyper-armée? Je ne crois pas. Il y a derrière l'OTAN l'armée états-unienne, bien sûr, mais vous savez que M. Trump est de plus en plus sera, paraît-il, réticent à de nouvelles aventures. Ça, c'est ce qui est dit. Et à mon avis, comme il fait très attention à la pensée populaire, c'est ce qu'il fera. Donc, il va, sinon retirer les forces
il a 800 bases dans le monde quand même, retirer des forces, il va être très vigilant quant à de nouvelles interventions. Mais est-ce que l'Europe pourrait prendre le relais? L'Europe ne pourra pas prendre le relais si les États-Unis ne veulent pas que l'Europe intervienne. C'est comme ça. Donc, l'OTAN, c'est un outil qui a servi à l'hégémonie états-unienne. Avec l'effondrement de l'URSS en 91, 89-91, l'OTAN aurait dû disparaître. Aurait dû disparaître. Mais là, c'est quand même assez étrange. L'OTAN est devenu le prolongement de la puissance états-unienne et les États-Unis voudraient nous embarquer, c'est presque le cas de le dire, dans le Pacifique face à la Chine. Il y a déjà eu des accords passés entre l'OTAN, la Corée du Sud, le Japon et bien évidemment les deux entités anglo-saxonnes de la zone, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc c'est un outil de domination. C'est un outil de domination. Est-ce que les pays qui ne font pas partie de l'OTAN vont continuer à accepter cette puissance qui est en dehors de l'Organisation des Nations Unies? C'est quand même les Nations Unies qui ont la charge de la sécurité ou de la paix mondiale. Et là, l'OTAN s'est érigée. Vous disiez que à propos de l'ex-Yougoslavie, l'OTAN s'est érigée en bras armé finalement des Nations Unies, ce qu'elle n'est pas. Donc, il faut regarder cette organisation dans le contexte qui est en train de se dessiner. Si les puissances européennes, telles qu'on l'imagine, reprennent chacune leur souveraineté, il y aura bien évidemment une nécessité de coopération militaire. Mais cette coopération militaire se fera avec des objectifs très, très précis. Là, nous sommes à la merci des décisions des États-Unis qui peuvent nous embarquer dans n'importe quelle guerre. Et ça, c'est pas normal. Regardez, on peut revenir sur l'Ukraine, mais quand même, est-ce que nous avons des intérêts, nous, en Ukraine? Aucun. Évidemment. Aucun. En revanche, les États-Unis ont déjà prévu la reconstruction de ce pays. Ils ont fait main basse sur les terres agricoles, sur les industries diverses et variées. Et nous sommes les faire-valoir de cette politique. Donc, mieux, mon général, si je peux me permettre, mieux, on vole maintenant l'argent des Russes pour le donner aux Ukrainiens, pour que ces derniers achètent du matériel militaire américain. Absolument. En haute trahison, on ne fait pas mieux. Tout à fait. Mais vous avez parfaitement raison de souligner ça. Qui plus est, les États-Unis, profitant de l'Europe, donc de l'OTAN, vendent leur matériel, notamment les F-15, les F-35, alors que nous avons probablement l'avion multirôle le plus performant au monde, et aucun Européen, mis à part la Grèce, ne nous en achète. Je parle du Rafale, évidemment. C'est proprement honteux. Mais que faire? Je pense qu'il faut laisser les circonstances agir. Et l'OTAN, qui va être défait d'une certaine manière, peut-être de manière indirecte, mais quand même défaite en Ukraine, verra sa survie hypothéquée. D'autant plus, je reviens sur ce que je disais en prémisse, que le président Trump n'est pas tout à fait favorable à continuer à abonder cette organisation avec tout l'argent que jusqu'à présent les États-Unis pouvaient donner. Donc il y aura une évolution inévitablement. Et qui plus est, je continue sur cette géopolitique otanienne, états-unienne et otanienne à propos du Pacifique. Qu'est-ce que vous voulez que nous allions faire en Chine? La Chine n'est pas notre ennemi, que je sache, et même nous avons intérêt
à coopérer avec elle si nous voulons conserver nos départements et territoires du Pacifique, qui nous confèrent une puissance que nos dirigeants politiques ignorent. Ignorent. Nous sommes le premier empire maritime au monde, si je puis utiliser le mot empire. Et je l'aime bien d'ailleurs ce mot. Vous savez, on a 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. C'est la propriété de la France, c'est comme la Terre. Et ça nous place en tête de toutes les nations. Nous avons intérêt à défendre ça. Et pour ce faire, il faut que nous puissions être autonomes, que nous puissions avoir une marine, que nous puissions avoir des forces aériennes et des forces terrestres, évidemment, capables de protéger cette immense richesse qui pourrait faire de la France une des toutes premières nations au monde. Je vous rappelle qu'il y a 40 ans, nous étions la troisième puissance économique, 50 ans, la troisième puissance économique, derrière les États-Unis et le Japon. Où en sommes-nous aujourd'hui? Toutes les analyses que l'on peut faire, que l'on a faites depuis le début là, de notre entretien. Grèce, Chypre. Voilà. C'est quand même, je tiens à être modéré, mais c'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant. Qui a cassé tout ça, alors que nous avons tous les atouts pour être autonomes au plan économique, au plan politique et au plan militaire. Donc l'OTAN, là-dedans, pour nous, c'est un risque. C'est un risque, mais c'est une organisation qui subit à la fois une sorte de retrait des États-Unis, mais qui ne se retireront pas complètement parce qu'ils ont intérêt à conserver cet outil pour leur domination. Et puis, surtout, la cohérence d'un ensemble de volonté dans le monde de retrouver une autonomie pour défendre les intérêts spécifiques de chaque pays, ce que l'OTAN ne fait pas. Est-ce que l'OTAN nous a aidés, par exemple, dans le passé, alors je remonte assez loin, en Indochine? Est-ce que l'OTAN nous a aidés en Algérie? Pourtant, encore moins. Encore moins. Encore moins. Est-ce que l'OTAN nous a aidés pendant nos affaires africaines? Non, puisqu'on demandait à qui voulait bien nous aider, un appui logistique, un appui aérien, et ça se passait très bien. Donc l'OTAN, pour nous Français, c'est une organisation dont l'intérêt est extrêmement modéré. Et on a quand même 800, si mes souvenirs sont bons, 800 officiers qui servent dans cette organisation. Je pense qu'il serait plus utile ailleurs. Voilà, est-ce que j'ai répondu à vos interrogations? Oui, vous avez répondu à mes interrogations. Après, on peut se demander en effet comment on a pu autant régresser. D'aucuns diraient que nous ne connaissons rien à la grande musique avec de pareils Mozart à la tête de l'État. C'est vraiment extraordinaire. Passer du 3e rang mondial, faites bien de le rappeler, en général, il y a 50 ans, au statut peu enviable d'une future Grèce, d'un futur Chypre, mon cher Patrice Magneron. Vous avez peut-être dit Mozart, j'ai entendu Tocard, moi, non? Vous avez peut-être bien entendu, finalement. Ouais. Ce qui est triste dans toute cette histoire, enfin, bon, lors de ma toute première intervention, j'évoquais le cas de la Grèce. On ne se rend pas compte que nous aujourd'hui, génération actuelle, on est les héritiers d'un patrimoine incroyable. Mais vraiment incroyable. La France, c'est pas que la France métropolitaine, c'est le général vient de le dire, c'est tout notre espace maritime, mais c'est tout un héritage culturel, c'est un héritage linguistique, c'est un héritage historique. On a une vraie place dans le monde et on nous a habitués au fil de ces dernières années et plus particulièrement sous la présidence de M. Macron à faire de la repentance, à revenir sur notre histoire, à dire mais non, en fin de compte tout ce qui a été fait c'est pas bien. Alors qu'on a véhiculé des valeurs morales, des valeurs chrétiennes extrêmement fortes et qui pèsent encore aujourd'hui. Vous avez
vous prenez le cas de l'Afrique, ils nous attendent, ces gens-là. Absolument. Ils nous attendent. Et on n'est pas capable de leur tendre la main aujourd'hui. Tout ce qui est fait en matière de diplomatie part à volo. Et justement, c'est peut-être la dernière question que j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre. Patrice, peut-être débuter et on donnera le mot de conclusion au général. C'est finalement, la France va-t-elle renouer, si ce n'est avec sa grandeur, en tout cas avec sa vocation universelle, ou bien allons-nous aller au fond de notre suicide, au bout de notre suicide, avec une intervention, par exemple, militaire en Ukraine? Non, je pense qu'il y aura un sursaut. Il va y avoir un sursaut. Les forces vives, elles existent encore en France. Il fallait juste qu'elles soient coordonnées. Il fallait juste qu'il y ait une prise de conscience. Ça commence à venir. Il faut pas que ce soit trop tard, bien évidemment. Et encore une fois, on a une telle place dans le monde de par sa géographie et tout ce que je viens d'évoquer à l'instant qu'il y a vraiment aucune raison qu'on n'y arrive pas. Mais encore faut-il que on s'active et qu'on prenne conscience de tout ça. Encore une fois, évitons de rester sur notre petit précaré là, très parisien tout compte fait, parce qu'en fin de compte, on a l'impression que tout se passe à Paris et qu'il y a rien en province, ou il y a rien donc justement dans nos territoires ou départements d'outre-mer. Donc non. Moi, je suis convaincu qu'on peut y arriver. On a encore énormément d'atouts. On n'est pas comme, sans leur faire injure, hein, bien sûr, hein, on n'est pas comme l'Italie, on n'est pas comme l'Allemagne, on n'est pas comme même la Grèce, hein, j'en parlais tout à l'heure, ou l'Espagne. On a une richesse qu'on a su conserver, mais qu'on n'exploite pas. Et ça, c'est s'il y a trahison limite ou elle est là. On doit pouvoir exploiter cette richesse qui nous appartient. Général Henri Roure. Oui, alors j'approuve tout ce que vient de dire Patrice, hein, c'est évident. Je crois qu'il faut regarder une carte de l'Europe avec attention en géopoliticien. Regardez la France, c'est comment dire, c'est un isme. Si la France quittait le dispositif européen et otanien, regardez, c'est l'Europe qui s'effondre. L'Europe, j'entends de oui, vous êtes au carrefour, oui. On est un carrefour. Donc, c'est ce qui a fait d'ailleurs la grandeur de la France, la richesse de la France. Nous sommes à la fois une puissance maritime et une puissance continentale. Nous avons vu que nos affaires continentales, ma foi, avaient été dévoyées. Maintenant, il faut que nous regardions ce que j'évoquais tout à l'heure, notre richesse outre-mer. Il y a énormément d'attentes. Bon, pour tout dire, le suicide français ne se fera pas. Hein. Je pense que la France a suffisamment de ressorts, suffisamment d'énergie, elle a prouvé au cours de son histoire pour, une fois encore, rebondir et revenir en tête des nations. Mais je vis, enfin, il m'arrive d'être très souvent en Afrique et il y a une attente extraordinaire du retour de la France. Nos amis africains font la différence entre le gouvernement français actuel et la France. Ils savent que ce qui se passe actuellement n'est pas la France. Ils attendent ce retour. Donc, si à l'étranger, on pense que c'est un étranger proche hein, qui nous est familier, on pense que la France va revenir. Il n'y a pas de raison que les Français eux-mêmes ne pensent pas que leur pays va retrouver sa dimension, sa grandeur. Regardez la Russie, je reviens sur la Russie, mais c'est un pays qui était au bord de l'effondrement en 1991, hein, qui d'ailleurs est tombé très bas. Mais aujourd'hui, c'est une formidable résurrection. C'est un pays qui, au PIB, je crois pas trop à cette notion de PIB, mais enfin ça c'est une autre affaire. Mais au plan du PIB, puisque c'est à la mode, est en train de dépasser les principales puissances européennes, alors qu'elle était au niveau de l'Espagne il y a quelques années. Donc je crois fondamentalement à la puissance actuellement sous le boisseau de la France.
je reprends, c'est peut-être un dada, mais notre richesse ultramarine. Vous savez que si nous exploitions, si nous n'étions pas bridés par des contraintes européennes ou des contraintes écologiques, nous serions quasiment autonomes au plan pétrolier et gazier si nous exploitions les richesses de notre sous-sol marin. Nous sommes dépendants actuellement pour les terres rares de la Chine. Nous avons de quoi exporter dans le monde entier des terres rares, de toutes sortes de minéraux. Mais il suffit de les exploiter. Nous avons les compétences technologiques, nous avons les capacités techniques, nous ne le faisons pas. Donc, tournons-nous vers nous-mêmes et nous verrons à ce moment-là que la France est toujours une grande puissance. Merci, mon général Patrice Magneron. Vous êtes plus sur cet axe politique. C'est bien une trahison de nos élites. Alors, il faut mettre un bon coup de balai. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Non, mais bon, là, ce qui s'est passé depuis 7 ans, je pense que ça restera qu'une parenthèse. En tout cas, je l'espère de tous mes voeux. Et l'exemple de la Russie que vient de soulever, d'évoquer le général, pardon, on doit pouvoir reproduire le même schéma. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une prise de conscience à tous les niveaux, au niveau du peuple et au niveau de nos élites, bien évidemment. Si vous avez tout dit, eh bien, on va se quitter maintenant. Général Roure, Patrice Magneron, ou si vous voulez encore ajouter un mot de conclusion, c'est le moment. Oui, si vous permettez, puisque vous venez de me le permettre d'ailleurs. Absolument. On vous encourage même. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience dans le peuple. Vous savez, il suffit d'aller discuter avec les gens. Hein, ils sont tous scandalisés par ce qui se passe et ils ont une volonté de retrouver la France telle qu'ils l'ont connue avant. Qu'ils évoquent très souvent la période gaulienne, c'est quand même c'est quand même très très typique. Pourquoi cette période? Tout simplement parce que c'est un moment où la France avait une importance majeure dans le monde et parce qu'elle était riche, parce que c'était l'expression d'une puissance et que les Français pouvaient se reconnaître dans la personne du chef de l'État. Malheureusement, et d'ailleurs quelle que fût l'opinion de chacun, malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui se retrouvent dans la classe dirigeante de notre pays. Vous savez, quand 75% des Français ou 80% sont hostiles au chef de l'État actuel et que même certains imaginent un gouvernement militaire, qu'à Dieu ne plaise quand même, à près de 40%, c'est que la situation est difficile et qu'il y a derrière tout ça quand même une colère populaire et une volonté que les choses évoluent et dans le bon sens. Eh bien, merci à tous les deux. Merci beaucoup, Général Henri Roure. Merci à vous aussi, Patrice Magneron. On se retrouvera, je crois, sans trahir de secret, prochainement sur un grand plateau avec un plateau complet auquel vous participerez, Général Roure, comme vous, Patrice Magneron. Donc, merci en tout cas pour cette participation à cette matinale des Géopolitiques profondes. Et on vous dit à l'un comme à l'autre, en tout cas à très bientôt. Merci à vous. Merci. Chers internautes, on va maintenant terminer cette émission. Maria Boutina, France Inter.